je reviens sur cette question, parce que vous avez dit des choses très viscéralement intéressantes quand vous parlez du résultat. Moi, ce qui me frappe finalement, parce que là on prépare justement un numéro... C'est un outil l'astrologie. Ce qui est intéressant, ce sont ces évidences, ou ces pseudo-évidences que nous avons dans les tripes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, nous avons une sorte de déterminisme psychique qui fait que l'astrologie, nous l'apercevons à travers ce schéma-là. Donc pour vous, il y a tout de suite des mots qui viennent, tout à l'heure j'ai employé le mot outil, c'est un mot qui revient constamment dans le discours de l'astrologie féminine, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, comme le marteau, comme la brouette, comme je sais pas quoi, et bon... Outil de voyance. Voilà, c'est ça. Bon, outil de voyance. Bon, donc ça c'est déjà un terme tout à fait de l'astrologie féminine. Le terme résultat, c'est aussi un terme tout à fait typique de l'astrologie féminine, parce qu'effectivement, au bout du compte, cette idée de la femme dans la procréation, c'est elle qui gère l'aboutissement des choses. L'homme déclenche le processus initial, n'est-ce pas, qui est très ponctuel, paf, comme ça, et puis après il y a tout un processus qui va mener à son terme. Et là, effectivement, la femme, instinctivement, se sent beaucoup plus à l'aise dans le quelque chose qui va aboutir, qui est au bout du processus, que lorsqu'on lui demande de rester un petit peu en retrait, ou en disant, voilà, l'astrologie influence généralement, mais elle ne peut pas déterminer le résultat précis, voyez-vous. Ce que la campagne que nous menons sur Téléprovidence, c'est justement la conscience qu'il y a deux tonalités sur l'astrologie. Il y a deux sensibilités astrologie, elles sont toutes les deux respectables, je ne dis pas le contraire. Mais il faudrait quand même comprendre que il y a un équilibre à trouver, j'en parlais encore ce matin avec M. Gauthier, il y a un équilibre à trouver, il y a un modus vivendi à trouver entre des façons tellement différentes de parler d'astrologie, justement, parce que la façon dont vous parlez, comme vous disiez vous-même, fait abstraction quasiment du pourquoi et du comment, ou plus exactement de l'origine du processus, ou de l'état du processus, du moment que le résultat est là. Et pour le résultat est là, en plus, comme vous le dites vous-même, il est là avec tout l'art de l'astrologue, avec toute l'intuition de l'astrologue, qui va rajouter à l'astrologie quelque chose. Donc on n'est même plus tellement dans l'astrologie non plus. On est dans quelque chose qui est le travail de l'astrologue, le sentiment, le ressenti que l'astrologue a avec son client. Donc c'est un résultat, certes, mais c'est un résultat qui dépasse, vous le disiez hier vous-même tout à l'heure, qui dépasse même le champ de l'astrologie. Donc pour déterminer ce qu'est vraiment l'astrologie, quelles sont les... C'est la science des sciences. Alors oui, alors parlez-nous-en de cette science des sciences. Oui. Elle a été pillée par tous. Allez, je prends la médecine, je lui enlève ça. Alors, en fait, c'est une science totale qui regroupe toutes les sciences. Rien n'échappe à l'astrologie et c'est ça qui est très intéressant. Et elle touche à tout. Quand vous rentrez dans l'univers de l'astrologie, vous rentrez dans la politique, dans la religion. Et d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est que si Jupiter couvre l'aspect religieux, Saturne, lui, couvre l'aspect politique. Ce qui fait que la différence, c'est que justement le politique et le religieux appartiennent chacun à une planète différente. Donc on les distingue bien. Et ça, c'est quand même une chose importante. Il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que je me suis beaucoup intéressée au zodiaque. Le zodiaque lui-même, l'outil zodiaque, les 12 signes, etc. Si vous prenez le bélier, qui est le premier signe du printemps, et que vous tournez, que vous arrivez au scorpion, vous allez vous retrouver à un moment, donc dans ce signe qui correspond à la Toussaint, à la mort, à la dégradation de la petite graine dans la terre, ce moment où justement tout se construit et où tout se transforme. Et alors, là il y a une petite règle toute bête, c'est qu'on a Jupiter ensuite qui est représenté par le Sagittaire et le Poisson, qui correspond donc à la religion, donc la croyance. Les deux signes de les deux signes, voilà. Et ensuite, nous avons les deux signes de Saturne, qui sont là. Alors, donc, nous avons le Scorpion. On continue, on a donc Jupiter, Saturne, via leurs deux signes. Et qu'est-ce qu'on a juste après? De nouveau, via Mars, le renouveau. Donc, on peut dire que du Bélier au Scorpion, on a la naissance à la mort, et qu'ensuite, pour aller de la mort vers la renaissance, il faut croire Jupiter et attendre Saturne.
Oui, c'est joli. C'est oui. joli. Oui. Voilà. Petite Mais démonstration effectivement. amusante, intéressante. Oui. Bon, peut-être que ça repose sur rien, c'est peut-être juste un petit effet de poésie, mais j'ai trouvé ça quand même très très intéressant parce que ça justifiait justement pourquoi les scorpions sont des êtres qui flirtent avec la mort, avec le danger sans arrêt, et puis ce côté je meurs et je renais. Et c'est Mars qui est donc le lien entre la mort et la renaissance. Mais avec je crois et j'attends. Alors justement, puisque vous accordez beaucoup d'importance finalement à la tradition, une tradition qui est séculaire, millénaire, on a donc deux dispositifs axés sur le 12, les 12 signes et les 12 maisons. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui les distingue au niveau symbolique, ces deux dispositifs? De quoi parle le zodiaque? De quoi parlent les maisons? Globalement, j'entends. C'est le cycle de quoi? Alors, le zodiaque, bon, faut remettre les choses en clair, les gens ne le savent pas souvent, mais un signe, c'est un mois. C'est le nom du mois solaire, ni plus ni moins. Si je dis je suis Verseau, c'est parce que je suis né dans le 11e mois de l'année solaire, au milieu de l'hiver, voilà. Donc en fait, un signe, qu'est-ce que c'est? C'est simplement notre mois de naissance, mais notre mois de naissance solaire, déjà pour commencer. Non, mais ce que je voulais vous poser, c'est de quoi nous parle le zodiaque? Le zodiaque, Il nous parle de quoi? justement, de ce calendrier. Ce sont des mois solaires, c'est les 12 mois de l'année non, solaire. mais de quelle dimension de l'existence nous parle le zodiaque? De quelle dimension de l'existence nous parlent les maisons? Il nous parle du moment où nous sommes nés dans le cycle des saisonniers. Voilà de quoi il nous parle. Mais le cycle saisonnier, c'est un cycle annuel. Oui. Donc, est-ce que le zodiaque nous parle des activités qui se déroulent au cours de l'année? Oui. C'est comme un peu... Sauf, nous, on a changé, on est sur un calendrier différent aujourd'hui. Mais le zodiaque, c'est un calendrier. Alors, les maisons, elles nous parlent de quoi? Parce que... Les maisons, elles nous parlent de la thématique et des grands domaines de l'existence. Voilà. La personnalité, l'argent, la santé, le foyer, l'amour, le travail. Donc, ça se dit au-delà, ça dépasse largement l'année, en fait. Là, ça dépasse complètement l'année. Ça nous parle tout simplement de tous les thèmes dans lesquels l'individu est confronté dans sa vie. D'accord. Amour, argent, les autres... Mais alors, par quelle bizarrerie, Joy Duval, par quelle bizarrerie, on comprend par exemple que le zodiaque soit constitué à partir du passage du soleil dans les 12 mois. Oui. Mais en revanche, comment expliquer que les 12 maisons soient liées, alors qu'elles parlent justement de l'existence dans sa durée, en quelque sorte, comment expliquer qu'elles soient liées à la journée? C'est-à-dire, elles se situent il y a les 12 maisons qui se succèdent au cours d'une seule journée. C'est-à-dire que les 12 maisons sont associées aux 12 signes. C'est-à-dire que c'est une des bizarreries que j'ai récemment signalées et qui est assez amusante, c'est que, effectivement, les 12 maisons nous parlent d'un rythme beaucoup plus long que le zodiaque, puisque le zodiaque nous parle d'un rythme annuel, en quelque sorte, hein, et que les maisons nous parlent, comme vous disiez très bien, de tout ce qui peut nous arriver au cours d'une existence. Mais, paradoxalement, les 12 maisons sont liées à ce qui se passe au cours d'une seule journée. Ben, ça peut être au cours d'une seule journée ou au cours de l'existence non, mais je veux dire sur le plan technique, sur le plan de leur élaboration, les 12 maisons se suivent en une seule journée. Les 12 signes se suivent en un an et les 12 maisons se suivent en une journée. Là, je dois dire que j'ai du mal à vous suivre dans votre raisonnement. Les 12 maisons, selon les 12 journées. Oui, les 12 maisons. Écoutez, l'ascendant, il parcourt les 12 maisons en 24 heures. Vous parlez oui, par rapport à ça. Le soleil parcourt le zodiaque en... D'accord, ok. Et d'ailleurs, à ce propos, les heures de naissance par rapport aux ascendants sont très différentes, puisque on a 2 heures. On a 2 heures pour être cancer et on n'a qu'1 heure pour être bélier ou vice-versa. De longue ascension, de courte ascension. On n'a pas un nombre égal, c'est pas égal. Mais ce qui fait qu'il y a très très peu d'ascendants bélier en fait. Enfin, moins. Oui. Moins. Quand même qu'il n'y a pas beaucoup. Oui, d'accord. Moins d'ascendants bélier. Bien sûr.
En tout cas, Et alors dire selon qu'on est un le- ascendant bélier, c'est-à-dire se retrouver avec, a priori, toutes les maisons bien placées, puisqu'on n'a pas finalement non plus à chaque fois une maison par signe. On peut avoir parfois 0 maison dans un signe et 2 maisons dans le même signe. le problème de ce qu'on appelle les signes interceptés. Voilà. Mais il y a une espèce de mystère, qui d'ailleurs a une explication. Donc il y a beaucoup de mystères. Il y a un mystère dans l'astrologie, c'est justement que les maisons sont un facteur extrêmement mobile, puisqu'ils dépendent de l'heure de naissance. Alors que le zodiaque dépend du mois de naissance, si vous voulez. Donc les maisons correspondraient à quelque chose de beaucoup plus fin que le zodiaque. Mais paradoxalement, les maisons quand on regarde les maisons, les voyages, la mort, etc., on se voit que ça couvre un champ, comme on dit, beaucoup plus large que le zodiaque. Donc quelque chose de beaucoup plus fin au niveau du temps va concerner quelque chose de beaucoup plus long au niveau du champ d'étude. Alors l'explication de ce mystère, c'est ce qu'on appelle les directions. Parce qu'en réalité, ce sont les directions, ce sont les directions, quand on utilise le système de direction, on arrive comme ça à couvrir toute une vie. Oui. Donc en réalité, on ne peut pas utiliser les maisons en dehors des directions, en fait. Parce que finalement, c'est la vocation même si on a mis en place les significations des maisons, c'est parce qu'on faisait circuler les planètes par direction. Donc, c'est un système qui est intimement lié à cela. Et d'ailleurs, Placidus de Titis, le système Placidus, il a été développé à la fin du XVIIe siècle, précisément parce qu'il était performant au niveau des directions. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les débats sur la domification sont des débats directionnels. C'est-à-dire qu'en réalité, ça marche mieux parce que les maisons concernent, c'est mieux sur le plan provisionnel, etc. C'est en fin de compte, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'astrologues, peut-être même vous, qui n'en avez rien à faire des directions. Absolument. Et vous ? Je n'utilise pas les directions. Voilà. Aucune. Non, ça ne m'intéresse pas les directions. Voilà. J'ai pas de résultat au niveau. Vous utilisez les maisons. J'utilise les révolutions solaires. Mais vous utilisez les maisons. Vous utilisez les j'utilise maisons dans le thème natal et dans le thème de la révolution Mais solaire. avec beaucoup de suspicion, quand Ah, même. Je préfère déjà les domiciliations. Ce que vous appelez les domiciliations, c'est-à-dire les dignités planétaires. Si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire qu'une planète soit forte, soit dans son signe ou pas. Voilà, ouais. Et ça, c'est un système qui, ça, pour c'est vous, mon système de don de naissance. Voilà. Ça, je trouve que ça a beaucoup de... Pourquoi de don de naissance? Parce que j'appelle ça un don de naissance. Parce que j'aime bien pas romantiser, mais j'aime bien mettre un peu de poésie dans ce monde. Et pourquoi c'est un don de naissance? Dans quel sens? J'estime que c'est des dons de naissance, puisque... Ah oui, vous parlez de... Ah oui, non, excusez-moi, tout à l'heure, vous l'aviez expliqué. C'est que... Quand les planètes sont dans le signe qui leur correspond, on peut dire que la personne a un capital au départ, un bagage. Un bagage. Et donc quand on n'a pas de planète domiciliée, on n'a pas de bagage en fait. C'est pas qu'on n'a pas de bagage, mais on n'a pas cet avantage. On n'a pas cet avantage. Voilà. Mais par contre, j'ai vu des personnes qui avaient quand même des fois 7 planètes en domicile. C'est pas pour ça qu'elles étaient non plus exceptionnelles. Non. Même somme toute, elles étaient presque banales. Je ne connaissais pas, c'est une théorie intéressante parce qu'elle vient un peu recouper la théorie du nœud nord ou du nœud sud. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Alors vous, carrément, voilà. Donc, parce que ça marche bien dans la réalité. Non, mais en tout cas, c'est commode comme système, c'est vrai. Oui, mais c'est sympathique, dans le thème, voilà, sympathique. tiens, vous avez Jupiter en Sagittaire, donc vous avez déjà un potentiel au départ, ou bien vous avez ceci, etc. Voilà, ouais. Et inversement, si vous avez une planète en exil, c'est pas non plus très bon, non. C'est inversement pas très bon. Mais comme aujourd'hui on positive les choses, on parle plutôt du positif et on parle moins du négatif. D'accord, oui. Parce qu'on n'est pas là pour plomber les gens. Et alors ce système, donc, il a une importance colossale, ce système des domiciles des planètes. Donc il a une valeur absolue. Alors là-dessus, justement, je voulais revenir autant je suis d'accord sur les domiciles, autant sur les exaltations. Ah, vous les avez réformés? Oui, non, je trouve que là, il y a des choses qui ne vont pas. Quand vous dites vous retrouvez, vous parlez d'un bouquin que j'ai écrit? Oui, enfin un article que vous aviez fait là-dessus. D'accord. Et je trouve que vous avez raison. Au niveau des domiciles, ça va, mais au niveau des exaltations, il y a des petites choses parfois... Vous savez, entre-temps, moi j'ai aggravé mon cas. Moi. Oui, non, mais vous êtes allé dans des directions... J'ai aggravé mon cas, parce que actuellement, un de mes grands sujets de bataille, c'est... Les étoiles, les Saturnes. Non, parce que moi, si je me contentais
Si je restais dans le cadre des étoiles et de Saturne, on dirait, bon ben voilà, il s'occupe de ça. Mais malheureusement, je m'occupe aussi d'autres choses. Et par exemple, un des grands sujets que j'ai mis sur le tapis depuis quelques mois, c'est le rapport entre Mars et le Bélier, qui pour vous est certainement sacro-saint. C'est-à-dire qu'effectivement, Mars, pour toutes sortes de raisons, est certainement la planète qui est forte dans le signe du Bélier, etc. Or, moi, voyez-vous, moi je suis comme vous passionné d'histoire de l'astrologie, et j'essaie de comprendre d'où vient cette tradition, et si en cours de route, pour une raison ou pour une autre, elle n'avait pas perdu des plumes, justement. Et en l'occurrence, il y a une théorie qui n'est pas très connue aujourd'hui, mais qui est assez évidente, c'est le fait que certaines planètes correspondent plutôt aux saisons, en affinité serait plus low, disons, aux saisons comme l'automne et l'hiver, et d'autres planètes qui correspondraient plutôt aux saisons comme le printemps et l'été. Voyez-vous ? Et on le voit très bien, puisque dans la théorie des domiciles, justement, Soleil et Lune se trouvent en été, les deux signes de Mercure sont dans des saisons où le Soleil est fort, c'est-à-dire les Gémeaux et la Vierge, c'est-à-dire le printemps et l'été. Et puis inversement, vous avez Saturne dont les deux domiciles sont en hiver, Jupiter dont les deux domiciles sont en automne et en hiver. Donc effectivement, le problème c'est pour Mars et Vénus. Mars et Vénus sont une exception dans le système. C'est-à-dire qu'en dehors de Mars et Vénus, les deux groupes de planètes, qui sont d'ailleurs les groupes de planètes qui correspondent à ce qu'on appelle les planètes intérieures. Printemps-automne. Oui. Bah oui. Printemps-automne. Attendez, ne nous énervons pas, c'est pas le moment. Hein. Non, on ne s'énerve pas. Non, donc effectivement, il y a d'un côté ce qu'on appelle les planètes intérieures, c'est-à-dire les planètes dont la vitesse de révolution est inférieure à celle de la Terre. C'est-à-dire Mercure, Soleil, Lune et Mercure et Vénus normalement. Oui. De l'autre côté, on a les planètes au-delà de l'orbite terrestre, qui sont Mars, Jupiter et Saturne. Donc effectivement, pour Jupiter et Saturne, on a bien les domiciles de ces deux planètes dans des signes d'automne et d'hiver. Et pour le Soleil, Lune et Mercure, on a bien les domiciles de ces planètes qui sont dans des signes de printemps et d'été. Le seul cas où il y a problème, c'est pour Mars-Vénus, où Mars est à la fois domicilié dans un signe de printemps et dans un signe d'automne. Oui. Donc deux saisons opposées. Oui. Et Vénus est à la fois domiciliée dans un signe de printemps et dans un signe d'automne. Oui. Donc là, on a une exception à la règle qui veut que une planète ne puisse pas être domiciliée dans deux saisons opposées, parce que ça n'est le cas d'aucune autre planète que ces deux-là. Oui, mais moi qui ai bien étudié mon zodiaque, justement, ce que j'aime, c'est le fameux découpage des planètes. Et lorsqu'on regarde le zodiaque et qu'on le met à plat, on se rend compte qu'en fait, c'est un découpage comme ça. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que nous avons Soleil-Lune, Mercure juste après, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Au lieu d'avoir des oppositions, cette fois-ci, c'est un découpage comme des ça. juxtapositions. Oui, en parallèle comme voilà, ça. Donc ça. en fait, c'est comme si on mettait le zodiaque Voilà. sur une bande rectangulaire, et dans ces cas-là, les planètes, les signes se font face et ils appartiennent à la même planète. Oui. Et moi je trouve que c'est un découpage absolument extraordinaire. Mais évidemment, on ne peut pas non plus vouloir toujours tout recouper. Là, si vous voulez faire une démonstration avec les saisons, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas aller. Mais par contre, ce découpage-là est très intéressant. Et c'est vrai qu'on a bien vu que le Soleil et la Lune, donc Cancer et Lion, sont côte à côte, et en face c'est Saturne. Mais ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que Saturne s'est dégroupé, puisqu'avec l'arrivée d'Uranus, il a trouvé un second maître. Et du coup, on se retrouve avec un découpage qui est toujours comme ça en tranches, et en même temps, on a le Soleil maintenant qui s'oppose à Uranus, et la Lune à Saturne. Mais on n'a plus Saturne toute seule, on a... Donc donc là vous nous parlez des planètes. Enfin, si vous voulez, le problème c'est de savoir si les planètes, au niveau de leur tempérament, sont plus marquées par le printemps ou par l'été ou par l'hiver. Par exemple, prenez le cas de Mars. Mars n'est pas Vénus, on est bien d'accord. Ah bah complètement. Alors comment se fait-il que deux planètes aussi différentes que Mars et Vénus puissent être toutes les deux liées à la même saison deux fois de suite, toutes les deux liées au printemps et toutes les deux liées
à l'automne. Ça contredit l'idée d'une spécificité de ces deux planètes, puisqu'apparemment elles ont la même spécificité. Non, c'est pas du tout ça, c'est parce que vous cherchez midi à 14h, là, et qu'il n'y a absolument pas de raison de s'interroger sur le rapport entre planète et saison, c'est tout. D'accord, effectivement. Donc c'est pourtant une des bases même du zodiaque, tout à l'heure vous en parliez. Mais les saisons c'est une chose, les éléments c'est autre chose, les croix c'est c'est ça. autre chose. Voilà, donc ça c'est aussi... Il faut bien distinguer Voilà, les choses. Là c'est vous ça. voulez faire des amalgames, Oui, et en c'est fait ça. votre amalgame ne marche pas. Vous dites, ah il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien oui, ça ne va pas parce que vous ne cherchez pas dans la bonne direction. Ah oui, à mon avis, d'accord, là. bien sûr, bien sûr. Mais il y a Parce que aussi... ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? C'est pas que ça ne Ça marche n'a pas pas. été conçu comme ça. Non, mais c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un décalage. Si vous... Alors, je vous signale que ce décalage, il est bien connu, puisque l'axe de symétrie autour duquel sont répartis les doubles domiciles, il passe où? Entre le Cancer et le Lion, apparemment. Ben oui. Or, le Cancer et le Lion, c'est pas l'axe solsticial ni l'axe équinoxial, que je sache. Non, c'est juste après. Normalement, mais je suis désolé, l'axe solsticial, il passe entre le Gémeaux et le Cancer, il passe pas entre le Cancer et le Lion. C'est peut-être pas important, mais c'est quand même pas un truc à ignorer. Mais Donc il semblerait qu'il y ait eu un décalage. Le Cancer et le Lion sont quand même nos deux luminaires. Donc Oui, mais alors ça justement, passe pourquoi même. ne serait-il pas réparti de part et puisqu'on a un axe de symétrie, on a tout un système de symétrie entre les deux Mercure, les deux Vénus, etc. Et cet axe de symétrie, il passe où? Il passe entre le Cancer et le Lion. Et ben voilà. Or, où devrait se passer l'axe de symétrie? Il devrait se passer sur un axe qui a une réalité saisonnière, c'est-à-dire l'axe solsticial, qui est juste entre Gémeaux et Cancer. C'est peut-être pas totalement secondaire. Non, c'est vrai, ça peut être intéressant effectivement d'avoir une démarche en ce sens, mais moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Non, mais ça c'est... Au contraire, je trouve que cette disposition justement du cercle et cette répartition des planètes, moi me convient parfaitement et je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. Oui, mais vous avez employé un mot qui est tout à fait intéressant, c'est le fait que ça ne nous dérange pas. Justement, la question, c'est une espèce de... Il y a une très grande, dans la psychologie féminine, il y a une très grande tolérance. C'est-à-dire qu'un sens la notion d'incompatibilité est une notion très difficile à appréhender, en quelque sorte. Il n'y a pas d'incompatibilité radicale, il n'y a pas d'impossibilité radicale, il n'y a pas d'incohérence absolue. Tout peut coexister, tout peut se combiner d'une manière ou d'une autre. Il y a une espèce d'ouverture extrême qui vient du fait que la réalité, effectivement, au final, elle est complexe. Et d'ailleurs, je distingue... Regardez par exemple cette pièce. Regardez, c'est la distinction entre l'être et l'avoir. Notre avoir, il est d'une très grande complexité, beaucoup plus que notre être. Voyez-vous, si nous faisons si nous regardons tout ce que nous avons accumulé, tous les objets que nous avons, etc., ça constitue un ensemble d'une très grande disparité. Oui, mais c'est parce qu'on se place aujourd'hui, dans le 21e siècle, où nous sommes dans une société de consommation, mais si vous allez dans un autre endroit, ou même dans un autre, vous déplacez dans le temps, vous allez voir, on n'a rien du tout. Sinon rien du tout. Mais alors, enfin, vous dites ça parce que vous êtes ici, dans un endroit où il y a beaucoup de choses, mais il y a des gens qui n'ont rien et qui ne veulent rien. Mais même quand on n'a rien, vous savez, même un prisonnier dans sa cellule, il a quelques photos, il a quelques bricoles. Mais la photo, il y a des gens, ils savent même pas ce que c'est. Non, mais je veux dire qu'il y a des objets. Enfin, de toute façon, nous avons un rapport à l'avoir. L'être et l'avoir, c'est pas la même chose. Bon, alors donc l'avoir est beaucoup plus complexe dans sa diversité que l'être. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, c'est une évidence. L'être, c'est de la psychologie et l'avoir, c'est du matériel. Bon, donc effectivement, dans l'avoir, on a cette complexité, cette juxtaposition d'objets. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un d'assez rationnel et d'assez cohérent, il m'empêche qu'au niveau de l'avoir, j'ai des avoirs qui sont d'une très grande disparité. Voyez-vous, c'est ça la différence entre ce qui est dans notre être qui est relativement structuré et notre avoir qui est, lui, ouvert à toutes sortes de situations, d'objets qui cohabitent, etc. Et justement, c'est ça. Quand la femme serait plus dans l'avoir et l'homme serait plus dans l'être, si vous voulez. Et d'autre part, je voudrais vous dire une chose, l'importance de l'été et de la dialectique été-hiver est une dialectique fondamentale. Ne pas comprendre l'essentialité de cette dialectique entre les valeurs de l'hiver et les valeurs de l'été et considérer qu'elles sont extérieures à l'astrologie, que l'astrologie ait évacué cette dialectique, ça me paraît incroyable. On ne peut pas l'évacuer, vous avez raison, mais la démonstration que vous essayez de faire ne fonctionne pas. C'est tout. Attendez, quelle démonstration? Votre problématique entre les signes de Vénus et de Mars. Mais c'est moi qui l'ai mis en évidence, c'est moi qui ai dit que ça ne fonctionnait pas. C'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi qui ai dit que ça ne fonctionnait pas.
C'est moi qui ai dit que justement il y avait problème. Et je vous ai dit que ce problème, il y a des explications à ce problème. Quand il y a un problème, on l'explique. Il y a un décalage d'un signe. Quand on a vu tout à l'heure qu'il existait entre là, il y a un décalage d'un signe qui peut être lié au phénomène du sidéralisme ou du tropicalisme. Il y a une chaîne des signes qui fait qu'effectivement, Mars est passé du côté, si vous faites passer la frontière, non pas entre à tel signe, à tel autre signe, à ce moment-là, Mars est d'un côté et Vénus est de l'autre. Et dans les deux cas. C'est simplement parce que quand on décale la frontière d'un cran, on a des aberrations, c'est normal. Quand vous décalez tout d'un cran, vous avez des choses qui se trouvent, au lieu de se trouver des deux côtés de la barrière, se trouvent du même côté de la barrière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Mars et Vénus d'un côté, Mars, Vénus de l'autre, vous avez Mars et Vénus du même côté parce que la barrière ne passe plus à l'endroit où elle aurait dû passer initialement. C'est-à-dire que le système est vicié par rapport à ce qu'il était prévu au départ d'exister. Il est vicié parce que vous dites que il est vicié par rapport aux saisons. Mais si on occulte le problème des saisons, il n'est pas vicié. Ah ben absolument, comme vous dites, occulter le problème des saisons, mais est-ce qu'on a le droit d'occulter le problème des saisons? Par rapport à ça, oui, puisqu'on est dans le principe des planètes, on n'est pas dans le principe des saisons à ce moment-là. D'accord. Donc effectivement... Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Ah non, ça. mais ça m'étonne pas du tout, c'est pas un souci ça. Au contraire, moi je trouve que vraiment, lorsqu'on remet le zodiaque dans un rectangle, ça marche parfaitement. Attendez, vous parlez ça marche parfaitement au niveau théorique ou au niveau pratique? Non, des synchronisations. Attendez. Entre les planètes, je veux dire, vous mettez Soleil en face de Lune, vous avez les deux signes de Mercure qui se rapprochent, et vraiment, ça c'est comme si on avait une barre qui se met en place. Oui. Vous là-dessus, vous dites, ah oui, mais ça marche pas parce que sur le plan saisonnier, ça fonctionne pas. Oui, parce que les saisons, c'est pas important. Donc, on n'a pas dit que c'est pas important les saisons, mais que par rapport à cette distribution... Mais si elle est quasiment en phase avec les saisons, justement. Il y a un seul cas où ça ne marche pas. Donc ça montre, si dans un système vous avez 80% des cas où ça marche et 20% des cas où ça marche pas, c'est que le système quelque part a peut-être un rapport avec les saisons. Puisqu'il se trouve que dans les autres planètes, dans le cas des autres planètes, ça marche justement. Ça marche. Oui, mais regardez, si vous prenez Saturne, c'est pas deux saisons, c'est juste une saison, c'est juste l'hiver, c'est les deux premiers signes de l'hiver. Mais c'est normal. Donc je sais pas, j'ai l'impression que vous c'est normal puisqu'ils sont décalés. C'est normal puisqu'il y a eu un décalage d'un cran. Normalement, Saturne devrait être à cheval à la fois sur l'été, sur l'automne et sur l'hiver. Et effectivement, à partir du moment où tout est décalé, les deux signes de Saturne, au lieu de se trouver d'un côté, parce que normalement, il serait logique qu'une planète soit, que les deux domiciles d'une planète, ce qui est le cas et pour Mercure et pour Vénus, que les deux domiciles d'une planète soient dans deux saisons différentes, mais qu'il y ait des saisons qui ne soient pas opposées non plus. C'est ça, il y a un certain nombre de critères. Quand on étudie un système, il faut comprendre les critères qui sont sous-jacents à l'établissement de ce système. Si on n'a pas compris les bases même d'un système, c'est pas la peine. Donc effectivement, le système veut que, en effet, il y a deux domiciles et que ces deux domiciles correspondent effectivement à deux saisons qui, au moins, si ce n'est la même saison, que ce soit deux saisons du même groupe, mais pas deux saisons opposées. Parce que dire que, comme vous avez raison, alors quand on commence à dire que Mars est à la fois fort en printemps et en automne, c'est une façon d'occulter totalement, vous avez tout à fait raison, d'occulter totalement la question des saisons. Oui. De considérer qu'elle n'est pas pertinente. Et ça, c'est une très grave responsabilité de dire que les saisons ne sont pas au cœur même de la pensée astrologique. C'est une très grave responsabilité sur laquelle je ne me permettrai pas... Dans l'évolution du zodiaque, si on reprend la chronologie des signes, de leur évolution, etc., les saisons n'arrivent qu'en troisième position. Pardon? Oui. Je n'ai pas compris. Les saisons n'arrivent qu'en troisième position. Par rapport à quoi? Par rapport aux signes et l'évolution des signes dans le zodiaque. Car au début, les affinités sont les affinités entre le soleil, les signes solaires, c'est-à-dire l'air et le feu, et ensuite la terre et l'eau. Ensuite, il y a deuxième évolution. Parce qu'en fait, vous partez des saisons, mais c'est pas la saison qui est fondamentale. Ce qui est fondamental, c'est l'élément, et c'est l'alchimie des éléments. Et l'élément, d'après quel critère a-t-on attribué les trois éléments, le même élément aux trois signes en question, d'après quel critère? Si vous prenez l'évolution des éléments, vous allez vous rendre compte que l'alchimie, la première alchimie, le feu a voulu rencontrer l'air, ils étaient amis. Le feu a voulu rencontrer l'eau, et ça, c'est l'évolution planétaire, c'est le mélange planétaire. Et la troisième évolution, la troisième alchimie, c'est lorsque le feu a rencontré la terre. À partir du moment où le feu a rencontré la terre, il y a eu la création du ciel et de la terre, il y a eu l'arrivée des saisons. Mais avant, elles n'y étaient pas. Mais c'est quelle tradition ça? J'ai pas compris là. C'est par rapport à la Genèse. C'est une question de... C'est ça? Absolument, par rapport à la Genèse. Oui. Bien sûr. Puisque le feu était ami de l'air. Oui. Après, le feu a voulu rencontrer l'eau. C'est l'évolution planétaire. C'est quand on a mis le feu et l'eau, et encore pas avec les trois signes des uns et les trois signes des autres, parce qu'on n'a jamais pu les mélanger. On a à chaque fois mis
un chef, moi j'appelle ça un signe, un cardinal avec un organisateur, ou 2 doubles. Mais jamais on a mis un chef, enfin moi je les ai réappelés différemment, chef, organisateur, réalisateur, un cardinal fixe mutable. Dans la deuxième évolution planétaire, on n'a jamais pu les mettre tous les 3 ensemble. Donc on n'a jamais eu ça. Par contre, la troisième évolution, quand le feu a voulu brûler sur Terre, alors à partir du moment-là, c'est là où on a la création des saisons. Et qu'est-ce que c'est qu'une saison? Si ce n'est tout simplement, au lieu d'avoir 3 éléments qui sont, 3 signes du même élément, on a 3 signes de 3 éléments différents. Ah oui, c'est curieux ça quand Parce même. qu'il y a une règle qui fait que, pour que ça fonctionne, il faut le début, le milieu, la fin. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de feu dans les signes d'hiver, par exemple? Parce que, alors ça, c'est encore très intéressant. Au printemps, qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas d'eau. En automne, il n'y a pas de terre. En hiver, il n'y a pas de feu. Et Alors, en été, voilà, il n'y a pas d'air. Alors je vous rappelle, bon, je vous signale quand même que quand vous prenez les calendriers astrologiques, il y a 2 signes sur 3 d'hiver où il y a le feu. Hein. Et ça, par exemple, d'ailleurs, nous savons très bien que nous sommes en hiver, qu'on a besoin du feu. Alors qu'on ne nous raconte pas que le feu n'est pas important en hiver. C'est Non, justement, essentiel. c'est le manque. Le manque. C'est le manque. Non mais attendez, alors il faudrait En savoir. été, on manque d'air, et en hiver, on manque de feu. Oui, C'est oui. tout, c'est le manque, Mais c'est l'élément manquant. c'est aussi une valeur fondamentale pour l'hiver, le feu. J'ai jamais dit le contraire. Bon. Oui. Alors donc finalement, je vois pas pourquoi on parlerait de manque. Non, Le mais zodiaque. puisqu'il y a 4 éléments et 3 signes. Attendez, Forcément, le l'élément zodiaque. qui manque. Attendez, alors là, une question qui se pose, Madame Duval, c'est quelle est l'origine du zodiaque? Quelle est l'origine de la symbolique zodiacale? D'où viennent les 12 signes zodiacaux? Vous ne croyez pas qu'ils sont liés au calendrier? Vous ne croyez pas qu'ils sont liés justement à cette tradition Je vous ai dit que l'astrologie, c'est un calendrier merveilleux. Alors, donc effectivement, dans le calendrier dont le zodiaque est issu, je suis désolé de vous dire que le feu fait partie des mois d'hiver. C'est tout. Alors maintenant, vous pouvez nier qu'il y a un rapport entre le zodiaque et le calendrier, vous pouvez nier qu'il y a un rapport entre le zodiaque et les saisons. Je ne nie rien. Je vous dis simplement que les 3 signes d'hiver, il y a l'élément terre, Capricorne, air du Verseau, eau du Poisson, et que s'il y avait un élément qui manquait, eh bien ce serait le feu. Ben oui, C'est tout. ben c'est embêtant. Maintenant, puisqu'on est 3 sur 4, forcément il y a un élément qui Mais va pourquoi manquer. justement, ça devrait être embêtant que ce soit justement le feu qui manque en hiver, alors qu'on en a tellement besoin à toutes sortes de Justement, niveaux. ce qui nous manque justement. Eh bien, s'il nous manque, pourquoi est-ce qu'un élément serait là par son manque? Il est là parce qu'on en a presque, on a besoin du feu en Là, ça hiver, va trop donc loin. il est représenté dans l'iconographie des mois d'hiver par le feu. Je veux bien qu'il nous manque, mais enfin, je suis désolé de dire, je vois pas pourquoi, d'après quelle théorie, il faudrait inventer un système selon lequel c'est l'élément qui nous manque, qui devrait être absent, alors qu'il justement on en a besoin. Je vois pas très bien le raisonnement. Moi, je suis un historien de l'iconographie. Le zodiaque, c'est de l'iconographie. Le calendrier, c'est de l'iconographie. Et jusqu'à preuve du contraire, à mon avis, le zodiaque, il est né de l'iconographie des mois de l'année. Et les mois de l'année comportant le feu, je vois pas pourquoi le feu devrait disparaître. Bon, maintenant, par Non, mais contre... ça n'a rien à voir avec ça. Ah, non, je sais, de toute façon, ça n'a rien à voir. Rien n'a rien à voir avec rien. C'est Non, clair. non, mais par rapport à ce que je dis c'est très simple. Je vous ai simplement dit qu'il y a 3 signes, et puis voilà, c'est tout. Je vous dis qu'il n'y a pas de signe de feu en hiver, point final, c'est tout. Ah, mais je le sais, je crois qu'il n'y a pas de signe de feu en hiver, mais la question aussi, Madame Duval, la question, c'est que la théorie des 4 éléments est une des théories les plus discutées en astrologie. Peut-être. Vous savez que la plupart des intéressant. astrologues, des gens comme Jean-Pierre Nicolas, je pense, n'ont rien à voir, ne veulent même pas entendre parler de la théorie des 4 éléments et de leur répartition des 4 éléments dans le zodiaque. Parce que c'est une théorie, on ne sait pas très bien d'où ça sort, on ne sait pas très bien pourquoi elle est comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi 3 saisons, pourquoi un 4, alors qu'on voit très bien au contraire que chaque saison pourrait correspondre à un élément. Ce serait beaucoup plus cohérent. On a une structure quaternaire. Pourquoi ne pas faire correspondre les 4 éléments aux quatre saisons? Pourquoi cette répartition de chaque élément dans 3 saisons sur 4, ce qui amène forcément 2 saisons opposées avec le même élément, hein, ce qui est déjà bancal. Le système de 3, le système de 3 en adéquation avec les saisons est forcément bancal. C'est-à-dire qu'il est vicié dès le départ. Parce qu'on ne peut pas faire correspondre un système, quand on a besoin de 3 signes et qu'on a 4 saisons, eh ben ça ne marche jamais. Alors vous êtes obligé d'inventer des trucs du genre, ah ben ça nous manque parce que justement on en a beaucoup donc ça nous manque. C'était une simple petite constatation. Non mais je veux dire que la 4 Parmi les 3 signes de chaque saison, il y a un élément manquant. ce qui est intéressant Voilà, pour conclure, Madame Duval, c'est que
je ne sais pas très bien, vous semblez avoir beaucoup réfléchi sur le rapport entre l'astrologie et la Genèse, et je ne sais pas quel est, je dois reconnaître mon ignorance, je ne sais, vous nous avez exposé tout à l'heure quel était le système, vous avez dit que les saisons apparaissaient en 3e position, moi je dois reconnaître que je ne connais pas du tout cette théorie, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas qui l'a exposée, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez élaboré, je ne sais pas, mais j'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas par quel concours de circonstances, par quel raisonnement on dit que les 4 saisons apparaissent en 3e position et après les 4 éléments. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Ça sort d'où? Vous l'avez lu où? C'est Madame Jacquin qui vous l'a enseigné? Je dois l'avoir inventé. Non, non, peut-être. Il semblerait que c'est un... Ça sort de moi. C'est ma logique. C'est ça, c'est quelque chose que vous avez élaboré et que vous nous présentez comme ça sur un plateau en nous disant, voilà, c'est comme ça que ça doit être. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça doit être, c'est comme ça que moi, je le perçois. Voilà. Et je me suis permise de... Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il ne fallait pas être trop fantaisiste en astrologie ou dans la présentation de l'astrologie. Je ne l'ai écrit nulle part et je ne vais pas le publier. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose de tout à fait... C'est quelque chose que je trouve intéressant par rapport au zodiaque lui-même et à la façon dont il est conçu. C'est tout. Donc, effectivement, ça mériterait qu'effectivement, peut-être pas d'être publié, mais d'être explicité, parce que c'est vrai que là, je vous ai balancé ça un petit peu. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est assez simple parce que je me suis familiarisée avec la manière dont les éléments ont évolué. Alors donc c'est le récit de la Genèse, les différents jours de la création. La Genèse. C'est un commentaire astrologique de la Genèse que vous avez élaboré. Ouais, avec l'évolution. Alors est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que vous pouvez remettre en position les points forts de cela? Donc rappelez-nous donc effectivement l'alchimie des éléments. Non, je veux dire les éléments apparaissent avec quel jour de la création? Justement, j'en suis dans mes recherches là par rapport à la Genèse, c'est pas facile d'aller se balader à cette époque-là et d'essayer de voir un peu comment tout était. Mais en tout cas, je reprends le principe des 4 éléments et les affinités entre les 4 éléments, effectivement. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des kabbalistes. Apparemment, vous connaissez aussi un peu les travaux des kabbalistes. Je suis tombée dans la Kabbale tout simplement par les anges. Je suis arrivée à la Kabbale par les anges, puisque les anges sont autour du zodiaque, voilà, et c'est ainsi que je me suis retrouvée. On tombe sur le sceau de Salomon, au niveau du dessin. Oui, mais ça m'intéresse, continuez, ça m'intéresse. Ah, merci. Donc, effectivement, là, vous connaissez pas les travaux de Marc Cohen, par hasard? Vous savez, qui est très connu dans son travail sur l'astrologie kabbalistique. Alors justement, moi j'ai eu une interview sur Téléprovidence à Parapsy l'autre jour, et il nous expliquait que pour lui, pour l'astrologie kabbalistique, il avait, et ça c'est un point qui me paraît important, comment se fait-il, est-ce que ça vous gêne que la nouvelle lune ne corresponde pas au début du zodiaque, au début des signes zodiacaux? C'est un débat qu'on a eu, je vous renvoie, parce qu'il est actuellement en ligne sur Téléprovidence. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez que le zodiaque, ça pose un problème, il y a un triple problème avec le zodiaque. C'est-à-dire que il y a le calendrier solilunaire qui voudrait normalement que les signes changent avec la nouvelle lune. Hein, puisque finalement, les divisions du zodiaque en 12 auraient comme origine les 12 rencontres soleil-lune. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça ne correspond. Alors, donc il y a d'un côté le découpage soleil-lune, l'autre côté l'entrée du soleil dans un signe, et troisièmement le calendrier chrétien qu'on utilise et qui est encore autre chose. Donc voyez-vous, donc il y a 3 systèmes de découpage de l'année en 12 qui ne coïncident pas. Hein, et le découpage par soleil-lune, le découpage par entrée du soleil dans les 12 signes. Je vous dis au revoir. Et le découpage par le fait que nous avons un calendrier qui lui aussi fonctionne encore sur d'autres bases. Comment vous fonctionnez avec ces 3 niveaux de lecture en fin de compte, parce que c'est un petit peu, ça rend perplexe un petit peu. Alors notre ami Marc Cohen, lui, carrément, et ça fait partie, c'est ce que dit aussi le centre d'astrologie kabbalistique, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas tant que ça. Le centre de la Kabbale, l'astrologie, enfin Berg, enfin ils font pas mal d'activités sur Paris, enfin dans le monde entier. J'en fais pas partie d'ailleurs, mais enfin, eux, ils avaient carrément décidé, et d'ailleurs Marc Cohen fait partie de cette mouvance, en tout cas sur ce point de vue, il avait carrément décidé que qu'il attribuerait les signes par rapport aux lunaisons. C'est-à-dire que par exemple le bélier,
ne commence qu'avec la première lunaison du printemps, une chose comme ça, voyez-vous. Et que le taureau, c'est la deuxième lunaison. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Je sais pas, moi je trouve que c'est plutôt bien organisé comme ça actuellement. On a la nouvelle lune qui correspond au signe du coup, au signe en cours, du mois en cours. Ou alors, je trouve que c'est plutôt bien fait. Parfois on a 13 nouvelles lunes, parfois on a 13 pleines lunes. Mais à chaque fois on a une nouvelle lune par mois. Les Chinois, eux, démarrent l'année à la nouvelle lune en Verseau. Oui, mais tout de même, je sais bien que vous ne voulez pas qu'on amalgame des choses qui sont séparées, mais à l'origine, malgré tout, moi je dois reconnaître que je pense que tous ces calendriers dont nous parlons, le découpage en 12, il s'origine quand même probablement des 12 rencontres, même quand il y en a 13 effectivement, mais enfin les 12 rencontres basiquement de la Lune avec le Soleil. Absolument. Oui, donc on devrait respecter cela. Et donc là, il y a un décalage. Oui, mais il y a un décalage. Et c'est ça. Voyez-vous bien que dans l'histoire de l'astrologie, il y a des décalages. Oui, le truc, c'est que ce serait très très compliqué d'avoir un calendrier qui se base justement sur la nouvelle Lune. Si, ça existe. Oui. Vous avez le calendrier juif, d'abord, oui. Qui est tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est que le calendrier hébraïque que les Juifs utilisent depuis des millénaires? Comme les dates ne sont pas fixes, c'est pour ça, on n'a pas des dates. Mais si, fixes. Les dates sont fixes, puisqu'ils ont un système de rétablissement du système. Oui, tous les 19 ans. Voilà, ils ont un système de rétablissement, mais qui fait que Pâques, c'est pas comme les musulmans qui fêtent le Ramadan à n'importe quel moment de l'année. Pâques est lié à il attache de l'importance au rapport entre le calendrier et la saison. Hein, l'année, le début de l'année, c'est toujours à l'automne, la Pâques, c'est toujours au printemps. Et tout en utilisant malgré tout le début du mois. On sait très bien que les calendriers ont commencé comme ça. On regardait à quel moment il y avait c'était au moment, tout à l'heure vous nous parliez de vous étiez en extase devant la lune, je crois que c'était la pleine lune. C'est le premier quartier. Là. Le premier quartier. Donc effectivement, vous savez qu'il y avait une très vieille tradition chez les Hébreux. Dès qu'on avait la nouvelle lune, donc il n'y avait plus de lune du tout, on guettait l'apparition du tout premier croissant, oui. Tout le premier fil de lumière, et je crois comment dirais-je, on entonnait les trompettes ou le chauffard, ou je ne sais pas comment dire, pour prévenir que ça y est, le mois commençait, voyez-vous, c'est-à-dire que le mois était marqué visuellement. Et ça me permet de vous parler de cette question qui est très importante, c'est du côté visuel de l'astrologie, voyez-vous. Vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile de voir le mois commencer quand on voit le soleil et la lune se conjoindre, ou quand il y a une nouvelle lune, justement, que de le voir. Comment? Justement, on les voit pas. Enfin, ou de les voir juste après, peu importe, quand ça commence, c'est-à-dire que le mois est marqué par... Donc c'est un facteur visuel, le premier croissant c'est un facteur visuel. En revanche, le début du signe du bélier ou du signe du taureau, il ne se voit pas. Il se voit dans les calculs, mais il ne se voit pas. Bon. De la même façon, comme vous disiez tout à l'heure, les planètes traditionnelles, on les voit. Les planètes au-delà de Saturne, on ne les voit pas. On les voit qu'à travers des télescopes. Ouais. Il y a une dimension visuelle qui reste quand même une base de l'astrologie, d'une certaine manière. Ouais. Et ce qui est embêtant avec le zodiaque, justement, c'est que... alors, son fondement, c'est que c'est des saisons, justement. Le système tropical est bien fondé sur l'équinoxe et les solstices. Oui, hein, oui, donc ça montre bien ça montre bien quand même que l'astrologie n'évacue pas les saisons. J'ai dit qu'on évacuait. J'ai dit que c'était la base, c'est la base. C'est le calendrier, là, il n'y a pas de problème. Le calendrier saisonnier. Et puis alors, le début du mois de janvier, alors là, mois de janvier, février, on ne sait même plus du tout à quoi ça correspond. Non, mais je veux dire, sur le plan visuel, on ne voit rien. Ah bah non. Voilà, c'est ça. Le seul découpage en 12 où on voit quelque chose, c'est la conjonction Soleil-Lune. C'est-à-dire juste le premier fil. Oui, donc, c'est le jeu du Soleil et de la Lune. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est quand même important comme repère. Et tout à l'heure, vous nous parliez, à juste titre, des noms des planètes attribués au jour de la semaine, oui. Qui... ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler une astrologie ésotérique, d'une certaine manière. Vous savez quelque chose? Par exemple, la Kabbale, elle a refusé de tenir compte, dans sa classification des planètes,
Vous savez comment elles sont classées, les planètes dans la Kabbale? Rappelez-les nous, en tout cas, sinon à moi, dis-moi. Je commence à être un peu fatiguée, donc il y a Non, des mais je mots pense que un vous peu. devez les connaître par cœur. Oui, oui, de toute façon, oui. Moi, Voilà. je crois que C'est la je suis pas vision sûr. géocentrique et héliocentrique. Ah oui, d'accord. Et donc, les C'est l'inverse, je kabbalistes... crois que c'est l'inverse des jours de la semaine, plus ou moins, non? C'est pas ça? Non, mais les kabbalistes ont gardé la vision géocentrique, c'est-à-dire l'ordre Ils mettent le soleil au géocentrique. centre. Voilà. Et en même temps, la distance des planètes, c'est-à-dire Mars étant comme ça, Voilà. et voilà. Donc ils mettent d'un côté Saturne, Jupiter, Mars, le soleil, Voilà. et puis après Mercure, Vénus, Lune. Absolument. Donc ils divisent bien ces deux groupes de planètes dont on parlait tout à l'heure. Vision géocentrique. Et après, à partir du moment où Galilée, c'est Galilée, hein, je crois, la vision héliocentrique. C'est Copernic. C'est Copernic, enfin, oui, ben, c'est Galilée la lunette, et puis Copernic qui est arrivé juste après. Et alors, à partir de là, les kabbalistes ont dit non. Nous refusons de reprendre cette distribution-là. Et nous Ils ont- gardons ils ont- la première. D'accord. Oui. Donc, ils ont continué à garder leur arbre en gardant la vision géocentrique. Ah, oui. Ils n'ont pas évolué par rapport à la vision Oui. héliocentrique. Oui, bien sûr. Peu importe. Il suffit par contre de placer les choses et de bien les préciser, c'est tout. Mais ils ont... effectivement, moi je crois que ce qui est très important, c'est le côté visuel. Par exemple, tout à l'heure, vous me disiez que je m'intéressais aux étoiles fixes. Oui. Et ben, c'est vrai, parce que les étoiles Vous fixes, avez raison, évidemment, c'est comme ça qu'on montait les horoscopes des rois à l'époque. voilà, les étoiles fixes, elles ont effectivement le malheur d'être beaucoup plus éloignées de nous que Pluton, par exemple, mais elles ont le bonheur d'être beaucoup plus visibles que Pluton, et depuis beaucoup plus longtemps, même si on prend Pluton en tant que visible au niveau télescopique. Absolument. Donc effectivement, la dimension visuelle est une dimension absolument essentielle, à mon avis, pour crédibiliser l'astrologie. C'est-à-dire pour dire que les hommes se sont habitués organiquement, visuellement, sensoriellement, à un certain nombre de configurations, un certain nombre de signaux qu'ils ont intégrés. Mais quand on fait de l'astrologie quelque chose de virtuel ou d'abstrait, ça pose problème. Et en l'occurrence, par exemple, le rapport entre les planètes et les jours de la semaine, ça n'est pas étayé sur une base visuelle. Vous savez à quel âge on l'apprend? C'est dans les cahiers du CM2. Oui, c'est possible. Je crois même que les Seulement- enfants doivent l'apprendre encore plus tôt, puisque Oui, ils l'apprennent à ce apprennent, moment-là. non, mais ils l'apprennent même en famille, je suppose. Non, pas en famille. Ils apprennent pas. Attendez, vous parlez du nom des semaines ou simplement la connexion Non, la entre connexion. Mais Ah par oui, mais contre, je- elle est dans les livres des enfants, Oui. du CE1 ou du Bien CM1, sûr. et ils l'apprennent mais malheureusement, comment voulez-vous qu'ils s'en souviennent? Attends, vous voulez dire que vous avez étudié les Si manuels? vous reprenez les manuels... On leur dit lundi, oui, c'est le jour de la lune. Ouais, ah d'accord. Eh oui. Ça leur est expliqué nettement, noir sur c'est blanc. noir sur blanc pour les enfants, mais malheureusement, Donc là, après, on effectivement, n'en parle plus après. c'est un peu un autre rapport à l'astrologie, quelque part, qu'ils acquièrent de cette façon. Oui, ouais. Ils savent pas, mais on leur apprend. Ça Oui. fait partie de ce qu'on leur Encore apprend. qu'en Angleterre, c'est pas tout à fait pareil non plus. Pareil, Parce qu'ils n'ont pas les mêmes dieux. c'est pareil en Angleterre. Monday, Tuesday, Ben Monday, non, ben non. Sunday. Oui, d'accord, mais il n'y en a que soleil. 3. Mais dans d'autres cas, ça marche pas. Ils n'ont pas, en Angleterre, ils n'ont pas ni le mercredi, ni le Est-ce vendredi, que vous saviez que... ni le mardi. que ce sont Ils ont les- des dieux de la mythologie nordique. Oui. Mais est-ce que vous saviez que c'était les catholiques qui avaient transformé le nom de Sunday en dimanche? Avant, on aurait dû dire le jour du soleil. Oui. Eh bien non, ils ont Le jour du Seigneur. Ouais. Ils ont remplacé le soleil par Voilà. le Seigneur. dimanche. Oui. Ils ont changé. C'est eux qui Ben ont oui. transformé ça. Alors curieusement, Par les contre, Anglais... les Allemands ont gardé Sonntag. Oui. Alors curieusement, les Anglais ont Saturday, Oui, qui est le jour de Saturne. ça se fait. Mais par contre, ils n'ont pas les autres. Nous, on les Sauf a. Monday. Mais alors, Monday, Monday, oui. alors donc là. c'est un système bâtard qui est à la fois nordique et chrétien, si on peut appeler chrétien un système où les jours de la semaine portent des noms On va dire planétaires. latin, on va dire. En tout cas, la latinité l'a véhiculé. Mais les Anglais, ils ont un système bâtard, comme beaucoup de choses chez eux d'ailleurs, notamment leur langue. C'est-à-dire qu'effectivement, certains ils jours ont de la... gardé le Sunday. Ils ont ça, mais ils ont Freya, ils ont Thor, etc., qui sont des dieux d'un autre univers mythologique. C'est un mélange, etc. Mais c'est vrai que ce Saturday est plus parlant que le samedi, ou que le Sabato des Espagnols, Espagnols. etc. Mais par contre, même le Samstag, c'est dans les Anglais, on gardé le mieux la mémoire du Saturne. C'est Saturni, il y a presque le nom entier de Saturne. Mais les Anglais, ce sont des Capricornes. C'est un pays Capricorne. Ah bah, en tout cas, ils rendent hommage à Saturne. Voilà. C'est ça, on ne peut pas dire le contraire. Et nous,
à la balance, à Vénus. Puisque Mais alors vous, c'est vous la en tenez balance. compte, vous, du jour de la semaine pour déterminer des choses à faire? Oui, parce que j'ai inventé une petite méthode justement Ah ben voilà, entre la parlons- position de la Lune, Voilà. le jour de la semaine, les affinités entre les deux pour aider les gens justement, comme d'habitude, à mieux vivre dans leur vie. Alors avoir pouvez-vous une nous donner, existence. est-ce que c'est pas des florets, vous pouvez nous dire à quoi ressemble un peu cette méthode? Bon, c'est tout simple, hein. C'est une méthode qui a à peine 2 pages, parce que c'est pas la peine Ben, de mettre des justement. méthodes compliquées. Les gens Alors mettent comment ça marche cette méthode de Joy Duval? Eh bien, Joyce tout Duval. simplement, chaque jour de la semaine est en relation avec une planète, et je donne le calendrier des positions de la Lune, les éphémérides de la Lune. Ah d'accord. Donc, par exemple, si la Lune est un mercredi en Gémeaux, on va avoir une meilleure journée que si... Voilà, donc on met la planète du jour et la planète de la Lune, du signe D'accord. de la Lune, et on regarde les correspondances. Et après, on regarde par rapport à soi. C'est un transit en quelque sorte de la planète sur le jour, sur la planète Voilà. liée au jour. Voilà. Ah oui, alors là, C'est un petit outil, mais qui est très prisé actuellement parce que les gens l'utilisent et c'est simple. Ça s'appelle comment? Il a un nom? Non. C'est Joycia? Horoscope, faites vous-même votre horoscope, tout simplement. Et alors justement, à propos d'horoscope, je voulais vous poser une dernière question avant que nous séparions. Comment fait-on les horoscopes des journaux? Alors comment vit-on et comment fait-on ces choses-là? Ah, alors déjà, généralement, on utilise quand même la position du soleil, hein. C'est des horoscopes solaires. Oui, quand même, oui. On utilise des horoscopes solaires. Moi, j'utilise un petit peu Jupiter pour marquer l'année, puisque c'est des horoscopes annuels, Oui. puisque c'est le transit jupitérien, enfin, voilà, où se trouve Jupiter cette année. Donc cette année, bon, on en a la chance. Il reste quasiment toute l'année en Verseau. Il y a des années où il peut passer par 3 Ouais, signes, hein, ouais, oui. donc il peut y avoir plus de mouvance. Ouais. Mais bon, et puis après, bien, on utilise justement donc la tendance jupitérienne pour avoir le ton de l'année, et puis ensuite les positions solaires pour avec les éléments, les mois avec les éléments. Vous savez que Nostradamus, puisque tout à l'heure vous parliez, vous disiez que vous aviez quelques lumières sur Nostradamus. Oui, bah, j'ai lu le dernier Fond Brune. Nostradamus, lui, quand il faisait ses almanachs, il étudiait chaque semaine. C'est-à-dire que la conjonction Soleil-Lune, le quartier de Lune, la position Lune, et chaque fois, il faisait le thème de ce moment-là, et il disait ce qui allait passer dans la semaine en question. Ouais. Nous, c'est difficile, vous savez, 1 200 000 lecteurs, il faut que ça colle pour tout le monde. Alors justement, Alors on est très large quand même. On arrive quand même à donner une tendance. donc vous pensez que, parce que moi je ne suis pas comme beaucoup d'astrologues qui renvoient promener ces trucs-là en disant mais ça ne fait pas valable, c'est pas possible que ça puisse valoir pour autant de personnes. Vous pensez que d'une certaine manière, si c'est formé de manière suffisamment subtile et intelligente, On va pas dire subtile et intelligente, on va dire qu'on va balayer large. Voilà, il faut que ça soit assez large. ça c'est tout un art de savoir dire les choses de façon à ce que chacun les comprenne et les interprète à sa façon tout en partant d'un même texte. Oui. Mais les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre et rejettent ce qu'ils n'ont pas envie de lire. Ils font le tri eux-mêmes quand même. C'est pour ça que ça marche si bien, hein, sinon ça ne se lirait pas aussi facilement. Puis les horoscopes sont à la mode depuis un siècle, hein, pas plus. Hein, vraiment. Avant, les horoscopes étaient très différents, ils étaient plus reliés à la santé. J'ai vu des anciens almanachs, c'était plus pour la santé, c'était mettez les comment ça s'appelle là, les se manier avec les ventouses. Les sangsues. C'était quoi ça? C'était des... Ah oui, c'est Comment ça s'appelait? Je sais plus. Les ventouses, là. Oui, Les ventouses. Alors il dit, il faut faire les ventouses tel jour, il faut faire ceci. C'était plus relié à la santé. Aujourd'hui, c'est plus amour, travail et éventuellement santé. Donc là, l'astrologie. C'est un exercice de style, on va dire. Voilà. Voilà. Donc pour vous, il y a une astrologie du thème natal, personnel, Voilà. individuel, spécifique, mais l'individu appartient aussi à une grande famille zodiacale et Il y a la où il collectivité. n'est pas tout seul à être dans son cas. Voilà. Donc il y a un destin partagé et un destin individuel. Comment Disons qu'il y a des vous grandes dialectisez lignes. Voilà, les deux niveaux? Voilà, c'est ça. Donc j'utilise Jupiter pour me donner le ton de l'année. Et ensuite l'horoscope par rapport au mois solaire. Donc les béliers, en gardant le profil du bélier, donc le profil type, hein, bien sûr, puisqu'on a des typologies de puristes. Donc on prend un signe pur,
Et on le fait évoluer par rapport au mois de l'année. Il est évident que le bélier va être très très en forme au moment où le soleil va revenir, puisque le soleil va lui renvoyer des énergies. Donc c'est un petit peu, moi je dis c'est comme un shoot. Mais finalement sur le nombre la proportion de gens qui lisent les journaux par rapport à ceux qui vont chez l'astrologue, elle est très faible. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui consultent les astrologues. Voilà, c'est ça. Donc la grande majorité des gens qui rencontrent l'astrologie, ils ne l'envisagent pas à travers leur thème natal ou à travers la consultation d'un astrologue. Non, ils l'envisagent à travers leur appartenance à un groupe, à une famille. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls de cette famille. Ils cherchent quelque chose ils cherchent une sorte d'archétype. C'est-à-dire ils cherchent quelque chose ils cherchent à dépasser. Non, au contraire, c'est pas un narcissisme, puisque finalement, ils savent très bien qu'ils sont. Un narcissisme, le narcissisme, c'est justement le thème natal, le narcissisme. C'est de dire, j'ai mon thème à moi. À partir du moment où je suis bélier ou sagittaire, et que je sais qu'il y a des millions de gens qui sont sagittaires, je ne suis pas très narcissique. Oui, mais d'un autre côté, quand vous avez votre nom dans un journal, chaque fois que vous allez voir votre signe et lire les 3 lignes, ou les 10 lignes, ou les 50 lignes qu'il y a sur vous, on parle de vous dans le journal. Oui. Ça flatte votre ego. On parle du groupe auquel j'appartiens. Oui, mais les gens, ils sont trop égoïstes pour penser au ça groupe à ce moment-là. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à Ils n'ont pas la dimension sociologique. Nous, quand on écrit, ils sont quand même pas idiots. Ils sont pas idiots, ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls avec du bélier. Oui, mais à ce moment-là, ils sont seuls face au texte et c'est eux qui trient les mots qu'ils lisent. D'accord. Oui, il y a cette nuance. Oui, ils se mettent dans un autre... Alors que quand on écrit pour eux, on doit se mettre à la place du portrait type du signe. Voilà. Mais malgré tout, vous savez très bien que les gens raisonnent souvent en disant, voilà, moi j'aime pas les gens du bélier, ou j'aime pas les gens du taureau. Là, ils sont quand même dans pas des statistiques, enfin ils sont quand même dans le général. Ils savent très bien qu'ils appartiennent à un groupe. Et quand quelqu'un dit je suis du scorpion, alors on n'est plus dans le thème de l'horoscope, mais les gens savent très bien qu'ils disent du scorpion, c'est-à-dire j'appartiens à ce groupe qui est le scorpion, je sais très bien que je ne suis pas seul à être du scorpion, il ne faut pas non plus exagérer. L'astrologie est aussi un apprentissage de dépassement du moi. Oui, sauf que les gens pensent, lorsqu'ils pensent à un signe, ils pensent à quelqu'un. Par exemple, ils vont dire, ah, moi je connais les lions, mais ils vont penser, mon frère est lion. Ils vont réunir quelque chose de... Parce qu'il y a 500 millions de chaque signe représenté, puisqu'on est 6 milliards. Ah oui, voilà. On est 500 millions de béliers, 500 millions de taureaux. Ben oui, mais ils le savent. Voilà. Non, ils l'oublient. D'accord. Parce que tout ce qui compte à ce moment-là, c'est eux. Et les gens qui côtoient leur petit univers, c'est-à-dire le père, la mère, le frère, la sœur, ils connaissent les signes des gens. Ben oui. Et voilà, c'est tout. Un autre jour, ils vont savoir que, par exemple, il y a 2 personnes dans leur entourage qui sont du même signe. Donc déjà, ils sont plus... Oui, mais justement, grâce à l'ascendant, ah oui, mais il n'est pas du même ascendant. Voilà, donc voyez-vous, mais à ce moment-là, ce n'est plus le 12 signes. Il y a déjà le facteur, le correctif de l'ascendant. Voilà, on est à puissance 144. Et là, c'est déjà, on se rapproche 144. déjà un peu plus du thème natal. Voilà, absolument. Ils sont contents d'avoir appris quel ascendant, ça leur permet de justifier comment se fait-il que 2 lions ne soient pas pareils. Oui. Enfin, 144, c'est pas non plus encore énorme pour, justement, c'est tout petit pour analyser l'ensemble des milliards de personnes. Ben oui. C'est pour ça que le thème, lui, reprend puissance 10. Mais pourquoi vous ne voudriez pas que les gens aient du plaisir à échapper à leur cas unique, à leur cas particulier, pour se retrouver dans une espèce de grande famille, de retrouver une sorte de moi ou de soi astrologique qui nous débarrasse un petit peu de tout un ensemble de choses qui nous sont tombées dessus, qui nous ont un petit peu fait perdre conscience de notre essence, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation, justement, une sorte de purification pour retourner vers l'unité ou vers le principe en dépassant, justement, tout ce qui pourrait nous différencier? Je crois, j'ai l'impression que l'astrologie tient un double discours, en fait. D'abord, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'horoscope. Et je crois qu'il faut bien distinguer astrologie et horoscope. Ah bon, d'accord. Bah oui. Ben non, mais... Parce qu'un horoscope, c'est surtout un horoscope solaire, c'est-à-dire c'est des textes qui ont un rapport avec la position du soleil. C'est pas le thème astral, ça n'a rien à voir. Oui, mais alors, justement, on pourrait vous dire l'inverse. On pourrait vous dire l'inverse, que c'est le thème astral qui n'est pas d'astrologie. Non mais je veux dire que on pourrait aussi dire que justement c'est quand même l'astrologie. Tout à l'heure vous parlez d'astrologie mondiale. L'astrologie, est-ce que la vraie astrologie c'est l'astrologie mondiale ou l'astrologie individuelle ou l'inverse? C'est la même chose, parce que quand vous parlez... L'astrologie, c'est qu'elle représente une somme
incalculable de choses. Et tout y est traité, donc l'individu peut s'y retrouver, la collectivité peut se retrouver, on peut parler de beaucoup de choses à partir de l'astrologie. Oui, Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle regroupe tout, c'est la reine de toutes les sciences. oui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne la considère pas comme une science, et que Colbert, en 1666, l'a éradiquée, et pas n'importe quelle année non plus, en 1666. Encore un chiffre qui était un peu particulier. Vous ne croyez pas que c'est un peu exagéré ce qu'on dit à ce propos? Éradiqué d'abord de France, il n'avait pas le pouvoir universel. Non, mais il l'a sorti de la Sorbonne, il n'a pas voulu qu'elle reste à la Sorbonne. Vous savez que sur ce point, le Mais peut-être débat... il a eu raison, peut-être. Non, qu'il a non, eu mais raison. ça n'est pas tout à fait exact. Il semblerait que, j'ai l'occasion justement d'en reparler, il semblerait que la seule chose que Colbert, moi j'ai travaillé sur, je crois que c'est une contre-vérité concernant Colbert, la seule chose que Colbert ait fait éventuellement, et encore pas complètement, c'est qu'il n'a pas voulu, il n'aurait pas voulu que l'astrologie fasse partie de l'Académie des sciences. Voilà, des sciences, absolument. Et deuxièmement, il a sciences humaines. et voilà. Bon, l'Académie des sciences est très particulier. Et deuxièmement, il a offert, dans cette fameuse année 1566, il a créé l'Observatoire de Paris, et il a décidé que désormais les astronomes seraient des fonctionnaires. Oui, et que les C'est-à-dire astronomes ne seraient pas des astronomes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et que donc ces gens-là n'auraient plus besoin d'astrologie pour vivre en quelque sorte. Puisqu'on sait très bien qu'un des débats qui concerne d'ailleurs Kepler, c'est qu'effectivement l'astrologie serait alimentaire. La grande astuce de Kepler, de Colbert, c'est pas tellement d'avoir interdit l'astrologie, c'est d'avoir entériné un divorce, créé les conditions d'un divorce entre astronomie et astrologie, Oui. en payant les uns et en ne payant pas les autres. C'est-à-dire en payant les astronomes pour faire leur boulot, et en les embrigadant dans un corps des astronomes, et en laissant ceux qui n'appartenaient pas à cette corporation, en les laissant dans les bas-fonds, enfin dans les laissant avec les obligations alimentaires que ça impliquait. Oui. Ça, le vrai divorce. Le vrai divorce, c'est un divorce qui a été généré par l'argent, en fin de compte. Vous savez que c'était une grande période où il y avait des pensions. On a offert des pensions aux astronomes pour justement les mettre dans une situation socialement différente de celle des astrologues, qui se sont retrouvés comme aujourd'hui d'ailleurs. La situation n'a pas tellement changé. Les astrologues se retrouvent toujours à galérer pour vivre, et les astronomes, eh bien eux, ils ont des situations pépères, si on peut dire, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque ce sont des fonctionnaires. Être astronome, c'est un métier de fonctionnaire, en fait, depuis Colbert. Oui. Et voilà, je crois que c'est ça, c'est pas Colbert qui a décidé que l'astrologie